Depuis la mort de Moore, en effet, Tassadit vaquait chez les Sha'alel à de menus travaux dans ses intervalles de lucidité. Elle avait tout vendu dans son pays et vivait chez Hamdan comme un membre de la famille. Le père de Mohran l'a laissé s'éteindre doucement dans ce lieu où son dernier-né avait travaillé et grandi. Il ne lui demandait jamais rien, car elle n'avait pas toujours toute sa raison. Elle avait même eu au début des crises de folie, de la douleur qui firent craindre pour sa vie. Au bout de quelque temps, ces crises avaient disparu, mais de ce jour, à chaque aube, à l'heure où elle avait coutume de prendre son café avec moi, Tassadit descendait à Zakouraft avec de la galette et du café pour des miséreux qui finirent par venir là comme à un rendez-vous. Tassadit était calme maintenant. Seulement, quand elle rencontrait en chemin ou sur la place le groupe bruyant des camarades de moi, elle s'arrêtait pour les regarder longuement comme si elle le cherchait encore parmi eux. Leur disait bonsoir, puis s'éloignait en geignant doucement et en pressant du pouce et de l'index ses deux yeux secs. La neige tombait encore près d'un mois plus tard, quand naquit l'enfant de Mohran et d'Asie. C'était un garçon, quoiqu'il eût lui-même répudié sa bru. Ramdan vint chez elle avec Melha. Latmas, par déférence, lui demanda de donner lui-même un nom au nouveau-né. Il l'appela Mohran, comme son fils, leva le bébé dans ses bras et récita une prière, demandant à Dieu, pour lui, une vie longue et heureuse. Qu'il vive croyant et meure musulman. Que Dieu répande sur lui ses bénédictions. Qu'il écarte de lui les voies de Satan. Puisque nous sommes tous ici, continua-t-il, asseyez-vous. J'ai à vous parler. Il fit d'abord un long préambule sur la fin commune et inéluctable de toute chose créée. Cita des morts célèbres en des vers si touchants qu'Asie de douleur se fourra dans la bouche un pan de ses larges manches pour ne pas sangloter trop fort. Mais, dit-il, ce qui est passé est passé. Il faut maintenant pourvoir à ce qui vient. Tamazoust, dit-il, cet enfant est le tien. Il est aussi le fils de notre fils. Je sais que tu es jeune et que Dieu te réserve encore une longue vie, s'il lui plaît. Je te laisse donc libre de choisir ou de revenir chez nous, ou d'élever ton fils, ou de te remarier. Si tu te remaries, tu garderas cet enfant, si Dieu lui prête vie, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de sortir sur la place. Alors je te le reprendrai. Mais je te promets, qu'où que tu sois, il te sera toujours permis de le voir aussi souvent que tu voudras. Il parla longtemps encore. Asie n'arrêtait pas de pleurer. Réfléchis bien à tout, lui dit-il. Je ne te demande pas de me répondre tout de suite. Seulement quand tu auras pris une décision, appelle-moi et fais-la moi savoir. Depuis ce jour, Melha venait presque chaque jour chez Latmas. Au début, elles appelaient Mohran par son nom, mais elles y renoncèrent vite.
Cela rappelait décidément trop de souvenirs. Et après lui avoir donné plusieurs noms gentils, on avait fini par ne plus l'appeler Kaouda, le posthume. C'est ce nom qui lui resta. Menache se demandait s'il n'allait pas repartir tout de suite. Les jours lui semblaient démesurément longs dans ce coin de terre où tout, les rues, les places, les murs, les voies même, rappelaient le souvenir de Mokran. Il parla à Mdour de rentrer, mais l'instituteur n'en voulut rien savoir. Depuis son arrivée, il allait chaque jour chez Lethmès, passer de longues heures. Que pouvait-il bien y faire? Ménèche voulut un jour en avoir le cœur net et ayant trouvé Mdour en train de pérorer sur la place, il résolut de ne pas le quitter pour aller avec lui dans la maison d'Asie. Il y avait longtemps que Mdour avait renoncé à son apostolat et à ce qu'il avait vécu de la guerre, avait détruit en bloc toute la science qu'il avait puisée dans les livres, toutes les idées qu'il n'avait jamais assimilées. Mais Mdour n'avait remplacé par rien ces grands principes. Aussi maintenant revenait-il à son ancienne manière, comme si son esprit ankylosé était incapable de ne plus rien concevoir d'autre. Notre société, exposait-il, est mal bâtie. Il est conforme à la nature que l'homme et la femme vivent ensemble. Ces deux êtres sont complémentaires l'un de l'autre, comme les angles du même nom. Or, dans nos cœurs, dans nos mœurs, le monde des hommes et celui des femmes sont comme le soleil et la lune. Ils se voient peut-être tous les jours, mais ils ne se rencontrent pas. Si nos Kabyles savaient le nombre d'accidents, de maladies, d'anomalies, de toutes sortes que ce cloisonnement leur vaut, ils seraient tout simplement effarés. Je dis bien effarés. Personne ne l'écoutait. C'est bien de cela qu'il s'agissait quand on n'était pas sûr qu'on aurait à manger encore à la fin de la semaine. Quand on ne savait pas si de tant de jeunes gens qui étaient partis du village, dont lui-même Mdour, il en reviendrait un, déçu de voir qu'il n'était pas écouté comme jadis. Il se rebattit sur le nouveau venu. Ménèche sait bien ce que je veux dire, et que c'est du mal sur la plaie duquel je mets le doigt que viennent les aspirations nuageuses d'Idir, l'amour compliqué de Mokran, la vie ambiguë de moi. Et pour parler aussi de toi, n'est-ce pas de là que vient ton amour douloureux, Ménèche? Ménèche regarda autour de lui. Mdour avait dit cela en français. Personne visiblement n'avait compris. Ménèche négligea de répondre. Mdour, changeant de propos et sans se soucier si l'idée nouvelle qu'il exposait n'était pas en contradiction avec ce qu'il venait de dire, reprit. Du reste, l'amour est une invention de civilisé, un mensonge de l'individu quand le groupe l'étouffe. Dans une société bien comprise et qui est selon la nature, l'amour est le contact de deux épidermes, le mariage, la législation sociale du désir, et tout le reste est littérature. Ménèche reconnut en passant quelques-unes des idées de naguère. Les dieux, pensa-t-il, ont condamné celui-là à la bêtise. Ce doit être très triste d'avoir des idées aussi insipides.
mais il devait subir Medour jusqu'à la visite chez l'Athmas. Le cheikh, arrivant à ce moment sur la place, délivra tout le monde du prêche de l'éducateur, car Medour, pour montrer qu'il était bien élevé, se leva en même temps que Ménèche et 2 autres jeunes gens pour céder la place au cheikh. Ce fut la sienne que prit le vieillard. Medour en profita pour partir. Ménèche le suivit. Depuis la mort de Mokran, il était très bas et se sentait l'esprit vide. Il avait sur le cœur un dégoût pesant de toute chose. Ce matin surtout, il avait besoin de rencontrer quelqu'un d'insignifiant, par exemple un grand bavard qui romprait le silence du futile récit d'événements sans importance. Quelqu'un qui remplirait l'espace de sa présence neutre, qui sera là, voilà tout, qui serait là. Il l'écouterait sans lui répondre, ou même ne l'écouterait pas. La rencontre de Medour lui fit providentielle. Il y avait longtemps qu'ils n'étaient pas restés si longtemps ensemble. Medour, le tenant par le coude, l'entraînait. Il avait entrepris un nouveau sujet, où Ménèche comprenait vaguement qu'il s'agissait, pour le village, de construire des égouts. La question qui se pose maintenant pour nous est toute simple. Être ou ne pas être? Si le village veut être, il doit se lancer résolument dans la voie des réalisations hardies. Il doit construire des égouts collecteurs. Mais Ménèche, tu ne dis rien? Ah oui, Mokran a été mon ami aussi, va. Mais je sais faire en sorte que toujours ma raison l'emporte sur mes sentiments. C'est que toi, Medour, tu es fort. Mokran est mort, pensait Ménèche. Asie brisée, Idir disparu. Kou pleure sa misère. Et comme vestige de Taceste, il reste ça. Mais était trop lasse pour réagir. La bêtise de Medour était reposante. On pouvait à l'aise se prélasser dans l'épaisseur de ses propos. Aussi Ménèche ne fit-il aucune résistance quand Medour l'invita à boire le thé. À peine fut-il entré qu'il siffla de surprise. Medour comprit que c'était d'admiration et faussement modeste. J'ai fait, dit-il, dans ma chambre quelques aménagements, sans prétention, afin que ceux qui prônent les idées nouvelles soient aussi les premiers à donner l'exemple du progrès. Mais c'est magnifique chez toi. Mais dis-moi, d'où vient ce superbe lit en cuivre? Ce lit en cuivre est le fruit de mes économies. Je te félicite. Mais pourquoi tant d'innovations à la fois? Un porte-serviette? Il ne manque plus que le lavabo. Un porte-manteau? Une descente de lit? Cette petite table est délicieuse. Pourquoi tant de choses? C'est que quoi? Je prépare à Asie un intérieur agréable. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.